Vous écoutez Europe 1, il est 8h15, l'heure de l'interview politique d'Europe 1. Ce matin, Pierre de Villeneuve, vous recevez Alastair Campbell, ancien directeur de la communication de Tony Blair. Bonjour Alastair Campbell. Merci de nous faire l'honneur de passer par chez nous, ici à Europe 1, une radio qui, dès ses débuts, dans les années 50, avait une vision européenne, tout comme vous, fervent résistant du Brexit que vous êtes. Est-ce que ce Brexit, c'est totalement irrémédiable ? J'espère pas. Le peuple, bien sûr, qui a voté un jour, juin dernier, ils ont voté pour le Brexit, sans savoir ce que ça voulait dire. J'ai l'impression maintenant qu'on voit un gouvernement nul. Nul, carrément nul. Oui, nul. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne sont pas unis. Même avec les élections, ils n'ont pas expliqué ce que le Brexit veut dire. Et j'ai vraiment l'impression que le peuple change d'avis. Et la raison pour laquelle je suis là, c'est pour parler aux députés, surtout les députés d'En Marche, maintenant, avec le... Ils sont majoritaires d'ailleurs. Bien sûr, la majorité de Macron, pour leur dire de patienter un peu, de nous donner un peu de temps, puisque j'ai l'impression qu'on a un gouvernement qui dit sans arrêt, le peuple a voté pour ça, ça va s'arriver. Oui. Et un peuple qui se dit, mais on n'est pas trop certain, on n'est plus certain. Ça veut dire que s'il y avait un référendum aujourd'hui sur la même question, vous n'êtes pas certain du même résultat ? Je dirais même que je suis certain qu'on changera d'avis. On changerait d'avis. Oui. Et on a maintenant une situation où la plupart des députés pensent que c'est une folie, mais n'osent pas le dire. Pourquoi ? Parce que, à cause de The People Have Spoken, le peuple a parlé, ils ont exprimé leur point de vue, juin 23, 2016. Mais maintenant, on a un livre qui tombe, on a un sentiment que la Grande-Bretagne se laisse derrière la France, derrière l'Allemagne, derrière les autres pays de G7. Il y a un an, on était l'économie, en plus la croissance. Oui. Maintenant, la plus lente. L'Union européenne avait prévenu en disant attention, voilà ce qui va arriver. Les gens ont entendu. Ah, bien sûr. Et vous-même, vous avez prévenu aussi. Oui, mais là, et pour ceux qui sont toujours pour le Brexit, c'est comme si on se jette de la tour d'Eiffel, du sommet, et on est à moitié, et on se dit, mais ça va, il y a l'air, c'est beau, on voit ce qui se passe, mais en quelques instants, on va tomber par terre. Hier lundi s'est ouvert le deuxième round de négociations avec en toile de fond la facture du divorce qui est évaluée à 100 milliards d'euros. À ce propos, est-ce que la Grande-Bretagne va payer ? Boris Johnson a dit d'ailleurs, avait l'air de dire, vous pouvez toujours courir. Oui, mais Boris Johnson, maintenant, lui, c'est une blague internationale. On parle du ministre des Affaires étrangères britannique. Je sais, et c'est pour ça qu'on montre un pays, je sens qu'on est un pays maintenant qui est en déclin sérieux. On a un référendum sans débat. On a une élection générale sans débat sur le Brexit. Tout le monde disait que c'est une élection qui porte sur le Brexit, mais on ne parlait pas. Alors, c'est pas sérieux de dire qu'on va divorcer, on va se séparer de l'Union européenne. Et lui, il a dit « go whistle ». On peut siffler pour ça. C'est pas sérieux. La Commission, les Allemands, les Français, les autres 27, ils sont sérieux. Ils comprennent que ce vote de Brexit, c'est important, c'est un événement important. Il faut négocier d'une manière importante. Alors vous êtes ici en France, comme vous l'avez dit, pour vous adresser principalement aux députés macronistes, aux députés d'En Marche, de cette révolution En Marche, comme on l'a appelé. Est-ce que vous allez du coup avoir un rôle pacificateur entre la France et la Grande-Bretagne ? Et si oui, à part nous dire patienter, ça peut changer, qu'est-ce que concrètement vous comptez faire ? Alors là, je ne sais pas. Moi, je ne parle pas pour le gouvernement et ils ne veulent pas que je parle pour eux, bien sûr. Mais ce que je fais, c'est d'exprimer ce que je pense et de dire que je ne suis pas seul en le pensant. Tony Blair, la semaine dernière, il a fait un article sur son website où lui aussi, il pense que on peut l'arrêter, mais on ne sait pas encore comment. Mais alors du coup, vous demandez concrètement aux députés d'En Marche, par exemple, d'essayer de freiner les choses, d'agir sur l'Union européenne. Les négociations, elles sont déjà enclenchées. Il y a une date butoir. Oui, bien sûr. Il faut trouver du temps, puisque je ne sais pas si c'est un deuxième référendum, je ne sais pas si c'est un vote parlementaire. On a vraiment un problème énorme chez nous, c'est que le Premier ministre, Theresa May, qui dit qu'elle a voté pour rester, mais maintenant qui a trouvé une position
ce qu'on appelle hard Brexit, Brexit dur, hors du marché commun, hors du marché unique, hors de l'union des Vous voulez dire qu'elle-même est difficile à suivre? Oui, mais aussi on a le Parti travailliste, l'opposition, menée par Jeremy Corbyn, qui lui aussi dit qu'il faut respecter le résultat. Mais c'était une vote pour quitter l'Union européenne. Ça, je comprends. Mais maintenant, tous les deux, ils disent que ça veut dire ce Brexit dur. Et alors, tout ce que je dis, c'est que comme le président Macron, quand le ministre allemand Schäuble, ils ont tous les deux, assez récemment, ils ont dit qu'il faut garder la porte ouverte. Alors, tout ce que moi je dis, c'est que gardons la porte ouverte jusqu'au moment où il est clair que le public britannique ne veut plus qu'on prenne cette route pour le hard Brexit. On a parlé de Tony Blair, on a parlé d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous voyez un parallèle entre eux? Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a un peu de Tony Blair? Je vois des parallèles et je vois des différences. Alors des parallèles qui sont assez évidents, sont jeunes. Tony Blair, quand il est devenu Premier ministre, il avait 41 ans. Macron, il a 39, même plus jeune. Ils sont tous les deux très éloignés. Hein. Voilà. Ils sont tous les deux très charismatiques, dynamiques, et beaucoup d'énergie. Tony Blair aussi, il a dit, quand on a créé New Labour, il a dit, on n'est ni droite ni gauche. On se mettait, si vous voulez, center-left, on disait, centre-gauche. Ouais. La fin des clivages. Ouais. Mais la grande différence, c'est que Macron, il a fait quelque chose de très, très différent. Il a créé un parti. Nous, on était dans le Parti travailliste, on a resté dans le Parti travailliste. New Labour, c'était un argument politique. C'était pas un nouveau parti. Tandis que lui, c'était de la pub. Voilà. Non, c'était pas ça. C'était un positionnement stratégique. Lui, il a fait la même chose, mais avec quelque chose de, si vous voulez, de plus courageux. Il a dit, le système ne marche plus. Je vais changer le système, je vais créer quelque chose vraiment de nouveau. Il l'a fait. Il y en a plein des politiques qui disent que le système ne marche plus et qui vont créer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a eu? Quelle a été la différence? C'est qu'il l'a fait. C'est qu'il avait le courage de dire, je vais créer quelque chose totalement de nouveau. Quand j'ai rencontré M. Macron et j'ai l'impression de quelqu'un qui vraiment, il a une confiance en soi remarquable. Et ça, c'est une qualité. C'est une qualité qui l'a aidé à gagner. Et maintenant, tant qu'il est président, il faut garder cette confiance. Mais là, ce qu'il a fait, c'est vraiment incroyable. Tandis que Tony Blair, il avait une confiance en soi, mais pas comme ça. Pas comme ça. Je crois que Tony Blair, même Tony, la semaine dernière, cet article dont j'ai parlé, il a dit, je ne pars pas là de créer une nouvelle partie. Tandis que Macron, il l'a fait. Il l'a gagné. Est-ce que vous pensez, comme certains le disent, qu'il a réinventé la parole politique? Ça dépend. La manière dont il a gagné, très, très impressionnant. Poutine, Trump, Yair Netanyahou, comment est-ce que vous percevez ce tour du monde des dirigeants et tout ça à Paris? C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui se déplace, c'est les gens qui viennent à lui. Comment est-ce que vous percevez ça? Ça montre qu'on peut, avec le leadership, avec un peu de dynamisme, on peut créer. C'est pour ça que ça m'énerve quand les gens ils disent « Oh, ça ne vaut pas la peine de voter. Qui est là au sommet? C'est pas important. Ils sont tous pareils. » Ils ne sont pas tous pareils. Macron, là, c'est l'homme du moment. Un nouveau leader qui arrive et il faut qu'il force un peu pour y entrer. Mais ce qu'on voyait, c'est que les autres voulaient s'entourer de lui. Et ça, c'est très, très important pour lui et pour la France. Comment est-ce que vous avez perçu la visite de Donald Trump un 14 juillet sur les Champs-Élysées avec Emmanuel Macron assistant le jour de la fête nationale? Ça a été assez critiqué par certaines personnes. Comment est-ce que vous avez vu cette rencontre? Là, chez nous, Donald Trump, c'est le président le plus impopulaire de tous les temps. Vous avez fait une comparaison il n'y a pas très longtemps à la télévision. Vous l'avez comparé à Hitler, il me semble. Ce que j'ai dit, c'est que Hitler avait fait... Oui, lui, il a pris des années pour attaquer les juges et les médias. Voilà. Trump, il le fait déjà. Il l'a fait dans la première semaine. Voilà. Mais président Macron, il a commencé dans ses liens avec Trump, avec la poignée de main, tout ça, mais aussi en le critiquant
pour avoir le retrait des accords climatiques de Paris. Ouais. Ça lui donne l'espace, puis de dire, alors, Donald, est-ce que vous voulez visiter Paris? Oui. Le dîner au Jules Verne, Voilà, etc. et on sait, c'est pas trop, il faut pas être expert en psychologie pour voir que Trump, c'est quelqu'un de égo énorme, c'est un narcissiste. Ça lui a plu. Et Macron, ce qu'il montre, c'est que c'était habile de le faire comme il l'a fait. Tandis que Theresa May, elle est allée à la Maison-Blanche, sans rien, Oui. elle lui a offert un visite d'État, aller dans le carriage en or avec la reine et tout ça. Et puis maintenant, il ne peut pas arriver à faire marcher cette visite à cause de son impopularité, la sienne et aussi Et celle de Donald Trump. Parlons encore Europe, et ce sera ma dernière question, des frontières européennes. Ce qui se passe aujourd'hui en Turquie, est-ce que ça vous inquiète? Bien sûr, ça m'inquiète. Turquie, c'est la porte à l'Europe. Mais quand vous me parlez de Turquie, encore une fois, je pense à Boris Johnson et Brexit. Ils ont gagné en mentant sur plein de choses. Ils ont dit que bien sûr, si on ne vote pas pour le Brexit, la Turquie va devenir membre de l'Union européenne et des dizaines de millions de Turcs vont venir habiter chez nous. Des mensonges. La Turquie, c'est un pays hyper important dans le monde stratégique, c'est géostratégique. Mais là, vraiment, ce qui se passe là, c'est inquiétant. Merci beaucoup, Alastair Campbell, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Plaisir.